wa salatu wa salam ala rasulillah. Chères sœurs, chers frères, chers amis, particulièrement du Sahel, parce que nous allons parler du Sahel pour cette tribune de l'imam Kanté. Le Sahel qui est meurtri, qui est ravagé, qui fait face à des épreuves d'insécurité sans précédent. Quand je parle du Sahel, c'est depuis la Mauritanie vers l'ouest, en passant par le Sénégal, Tchad. Tous ces pays, ces 6 pays du Sahel, sont menacés par des groupes armés, qu'on appelle souvent des groupes djihadistes. Mais il faut comprendre la source de la problématique, la source de cette terreur qui se répand au Sahel depuis quelques années. On peut prendre le repère de la chute du régime de Kadhafi en 2011. En 2011, quand Kadhafi tombe à la suite des bombardements de Sarkozy, pilotés par Sarkozy, on peut le dire, ça a été vraiment une guerre voulue, n'est-ce pas, par Sarkozy. Et on s'est rendu compte des conséquences terribles, n'est-ce pas, par la suite pour la région du Sahel. Parce qu'effectivement, c'est à partir de 2011 que des armes meurtrières hyper sophistiquées se sont disséminées dans le Sahel et sont tombées entre les mains de groupes djihadistes qui étaient déjà présents. C'est vrai, ce n'est pas la chute du régime de Kadhafi qui a créé ces groupes-là. Ces groupes étaient déjà présents, ces groupes portaient déjà une certaine idéologie djihadiste, mais c'est quand même avec la chute du régime de Kadhafi en 2011 que ces groupes ont pu disposer d'armes sophistiquées, d'armes automatiques pour mener des opérations armées sur le terrain. Donc cela permet de situer les responsabilités de l'Occident en général, et particulièrement de la France, dans ce qui se passe actuellement en termes d'insécurité au Sahel. Donc on ne peut pas dédouaner l'Occident de cette situation-là. En même temps, ce n'est pas une raison pour que les Sahéliens eux-mêmes, les populations sahéliennes, désarment devant la situation, se découragent et ne cherchent pas des solutions durables par rapport à cette question, à cette épreuve d'insécurité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Sahel depuis plus ou moins 2011? C'est juste un repère. Mais je me méfie toujours des expressions ou bien des mots qui renvoient à une totalité. Ce n'est pas seulement 2011 qui serait la date, n'est-ce pas, qui inaugure l'insécurité au Sahel. Il y a beaucoup de choses qui sont passées avant 2011 et ces choses qui sont passées avant 2011 ont préparé la situation délétère et la catastrophe sécuritaire qui est en cours au moment où je fais cette tribune dans nos pays sahéliens. Qu'est-ce qui a préparé tout cela? C'est la vulnérabilité et la fragilité des États sahéliens. La colonisation est passée par là pour ne pas aller trop loin. Les indépendances n'ont pas réglé les problèmes laissés sur place par le colonialisme français. Les indépendances n'ont pas réglé ces problèmes-là et les indépendances n'ont pas permis de décoloniser les esprits, les mentalités pour permettre justement à ces populations sahéliennes de se forger un destin par rapport à leur propre imaginaire et par rapport à leur histoire, par rapport à leur sociologie, par rapport à leurs valeurs et particulièrement leurs valeurs religieuses. Parce que si on parle aujourd'hui du problème djihadiste au Sahel, c'est qu'il y a au cœur de ces problèmes, effectivement, les références religieuses, les références scripturaires. Même si ces références, il faudra faire très attention sur la façon dont ces groupes de djihadistes, n'est-ce pas, les traitent, en parlent, pour ne pas utiliser le terme de comment ils les manipulent à leur guise. La preuve, c'est que ces groupes de djihadistes ne sont pas tous d'accord sur la façon d'interpréter justement les références scripturaires. Cela montre déjà que ce n'est pas une seule interprétation, ce n'est pas une seule lecture, n'est-ce pas, qui vaut
dans notre rapport à ces références scripturaires, au Coran, je veux dire, au hadith, mais aussi à l'histoire de l'islam. En général, ces groupes dits djihadistes ont une lecture qui leur est propre de ces références scripturaires et surtout les références concernant le djihad. On va y revenir. Le djihad, c'est-à-dire la lutte, n'est-ce pas, armée, alors que le djihad a une acception, n'est-ce pas, plurielle dans le Coran, ce n'est pas seulement la lutte armée. Ces groupes dits djihadistes se font la guerre entre eux de temps à autre. Cela montre qu'il y a une question d'interprétation sur lesquelles ils ne sont pas eux-mêmes tout le temps d'accord et qu'ils règlent par les armes. Ça montre qu'il y a une crise de fond dans le rapport de ces groupes-là aux références scripturaires. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec le mouvement de Ben Laden, n'est-ce pas, et le mouvement Daesh. Beaucoup, surtout des jeunes Arabes du Moyen-Orient, qui avaient adhéré au mouvement de Ben Laden, sont allés rejoindre par la suite le mouvement de Daesh, parce qu'il y a eu des problèmes d'interprétation. Le mouvement de Ben Laden considérait qu'il fallait attaquer l'Occident dans ses intérêts partout dans le monde, et particulièrement les États-Unis, alors que le mouvement de Daesh considérait qu'il fallait plutôt asseoir des États islamiques solides pour protéger les intérêts, selon leur conception des intérêts, n'est-ce pas, des musulmans et des pays musulmans. Et alors, vous vous rendez compte comment est-ce qu'il peut y avoir un décalage entre cette référence à des textes scripturaires sur le djihad, des versets sur le djihad, des hadiths sur le djihad, qui sont souvent sortis de leur contexte, n'est-ce pas, et qui finissent par des massacres, qui aboutissent à des massacres. Je voudrais bien inciter sur ce terme-là, à des massacres fratricides. Il faut bien noter ce terme-là, parce que, au bilan, in fine, ces mouvements dits djihadistes ont massacré, ont tué beaucoup plus de musulmans, donc de leurs frères et leurs sœurs, que de non-musulmans. Même si c'était un djihad qui a été théorisé contre des non-musulmans, entre guillemets, ce discours est critiquable, très critiquable, et a fortiori quand c'est un djihad qui est théorisé contre des populations musulmanes. On fait exploser des mosquées, on massacre des imams, des femmes, des enfants, des autorités politiques. Toute personne, tout groupe qui n'adhère pas à l'interprétation de ces groupes, n'est-ce pas, des références scripturaires, leur référence aussi à l'histoire de l'islam qui est souvent segmentée et très, très discutable, alors toute personne qui n'est pas dans cette ligne, n'est-ce pas, est exposée à la menace et à la vindicte de ces groupes djihadistes. Et comme je l'ai dit, malheureusement, il arrive des fois que ces mêmes groupes se retournent contre eux-mêmes pour des questions d'interprétation ou bien des questions de leadership. Donc c'est extrêmement important de comprendre comment sont nés ces groupes dits djihadistes et comment, effectivement, ces groupes dits djihadistes posent problème dans le cadre du monde musulman. C'est effectivement une maladie au sein du monde musulman, même si, bien sûr, il y a des facteurs extérieurs au monde musulman, il y a des facteurs historiques, etc. Mais quand même, il faut reconnaître que le problème djihadiste, entre guillemets, c'est quand même un problème d'abord intra-musulman. Et comme je l'ai dit, c'est d'abord les musulmans qui souffrent, n'est-ce pas, des interventions et des opérations, de l'utilisation de la force, des armes, n'est-ce pas, par des groupes qui se revendiquent, qui considèrent que c'est légitime pour eux de verser le sang d'autres musulmans, tout simplement parce que ces autres musulmans ne partagent pas leur vision, comme je l'ai dit, leur vision des réalités, leur compréhension des réalités, des enjeux, mais aussi leur interprétation des références scripturaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Coran, les hadiths, les fatwas que les ulémas produisent par rapport à un certain nombre de questions. Alors, c'est pourquoi c'est important de ne pas oublier ces relations-là entre cette crise au sein du monde musulman, cette crise qui a, on peut dire, cette crise politique qui a commencé avec l'abolition du califat ottoman, exprimé par Kemal Atatürk en 1924, c'est en ce moment-là que le monde musulman, on peut dire, perd, n'est-ce pas, son leadership, qui était le califat ottoman, et donc il pouvait régler un certain nombre de problèmes politiques.
à partir de là, n'est-ce pas, des groupes ont émergé un peu partout dans les pays musulmans à la suite de ce traumatisme-là, c'est-à-dire l'abolition du califat ottoman en 1924. Et ces groupes-là, effectivement, n'étaient plus contrôlés par un État, on peut dire un peu une sorte d'État fédéral qui était celui que représentait l'Empire ottoman, avec une autorité ottomane, c'est vrai, plus maintenant des entités, n'est-ce pas, qui étaient organisées et qui avaient des pouvoirs établis, respectés plus ou moins par les populations. Donc, c'est cela qui va rendre fragile et vulnérable le monde musulman à beaucoup de groupes et de groupuscules et des gens qui avaient un certain nombre, qui dégageaient un certain charisme, ont pu effectivement organiser des groupes et pour, n'est-ce pas, imposer, en tout cas essayer d'imposer leur vision de la crise, n'est-ce pas, politique qui traversait le monde musulman. Il y a aussi le colonialisme a installé le monde musulman dans un profond traumatisme. Il en est de même de la modernité, n'est-ce pas? Le monde musulman n'a pas forcément trouvé les ressources pour faire face, en tirant de ses ressources, de son histoire, de ses références scripturaires, n'est-ce pas, en tirant de tout cela, n'est-ce pas, les moyens de faire face, d'entrer en dialogue avec la modernisation, avec la modernité, si vous voulez, et avec la mondialisation. Donc, l'absence de réponse appropriée de la part du monde musulman a créé un vide, n'est-ce pas, qui peut être rempli par des monstres, qui peut être rempli par des gens qui ont tout sauf des arguments, mais qui ont juste, n'est-ce pas, des réponses schématiques, caricaturales, des raccourcis par rapport à des enjeux extrêmement importants. Je me rappelle la réponse de Ghanouchi, c'est un des leaders du mouvement islamique politique en Tunisie. Ghanouchi, quand on lui a posé la question sur les violences commises par la mouvance de Ben Laden, je pense, ou bien de Daesh, je ne me souviens plus tellement, eh bien, Ghanouchi donne une réponse extrêmement intéressante. Il dit Ben Laden, Baghdadi, etc., ils apportent de fausses réponses à de vraies questions. Ils apportent de fausses réponses à de vraies questions. Effectivement, il voulait dire par là que le fait d'organiser des groupes, c'est le plus facile. Le fait de récupérer des jeunes qui ne sont pas insérés sur le plan social et économique, c'est le plus facile. Le fait d'acheter des armes, c'est le plus facile. Et par contre, construire un État, par contre, discuter sur les enjeux, les comprendre, n'est-ce pas, en profondeur, c'est le plus difficile. Donc la réponse de Ghanouchi, elle est extrêmement pertinente. Apporter de fausses réponses à de vraies questions. C'est les questions dont j'ai parlé. Cette question de la crise du monde musulman, une crise politique, une crise intellectuelle, n'est-ce pas, une crise, n'est-ce pas, sociale et économique. Les pays musulmans, n'est-ce pas, font partie des pays les plus pauvres, à part les pays du Golfe, etc., qui montrent que maintenant, si on pense que c'est en tirant les uns sur les autres, c'est en faisant des massacres, des kamikazes, qu'on va régler ce problème, alors on se trompe lourdement. C'est ce que Ghanouchi, n'est-ce pas, voulait dire de ce point de vue-là. Et regardez ce qui s'est passé actuellement en Libye, ce qui s'est passé en Libye depuis 2011. Regardez ce qui s'est passé en Irak. Regardez ce qui s'est passé en Syrie. Regardez, est-ce qu'il y a aujourd'hui un pays arabe qui tient? Eh bien non, tout simplement parce que les réponses de violence, justement, ne créent pas, au contraire, appellent plus de violence, appellent plus de conflits communautaires. Regardez, dans le Golfe, il y a ce que j'ai toujours appelé la crise domestique, déjà l'instabilité à l'intérieur de chaque pays arabe pour des questions de liberté d'expression, etc., des questions de justice, mais aussi pour des questions doctrinales, les différentes sensibilités chiites, sunnites, etc., et aussi pour d'autres questions qui font que ces pays-là sont au bord de l'effondrement. Cela montre que, effectivement, on n'a pas trouvé les réponses pour construire des États stables qui tiennent compte, effectivement, de l'histoire de ces populations-là, de leur sociologie, mais aussi de leurs références islamiques. Donc, ces enjeux sont extrêmement importants. Et tant qu'on n'aura pas l'audace et la profondeur, je dirais même aussi l'humilité de bien regarder ces questions au fond, eh bien, ce qui se passe au Sahel, n'est-ce pas, risque de se passer encore pour longtemps, n'est-ce pas, et on ne le souhaite pas.
qu'est-ce qui se passe avec ces groupes dits djihadistes? Quel est le bilan de ce qu'ils font depuis, on peut dire, 2011? C'est le sang, la terreur, les conflits communautaires. Parce que chaque communauté, finalement, s'organise pour son autodéfense, ce qui est normal, pour sa légitime défense. Et je parlais avec des gens avec qui je participais avec des gens sur un panel. Alors, on parlait des villages de Peuls qui sont rasés, carrément rasés au Burkina Faso. Alors, certains témoignages étaient là, et moi, j'ai essayé d'aller au-delà du constat. Je leur ai dit, tant qu'on restera sur le constat, on ne trouvera pas des solutions en profondeur et des solutions durables. Et on m'a dit, mais oui, il y a presque plus de villages Peuls dans certaines régions du Burkina. Je leur ai dit, est-ce que le problème Peul s'est toujours posé au Burkina? C'est un problème entre agriculteurs et nomades, donc ce n'est pas un problème identitaire, c'est un problème beaucoup plus d'accès aux ressources pour les agriculteurs et pour les pasteurs, ou bien est-ce que c'est un problème identitaire? Dès que j'ai posé cette question, les gens se sont rendus compte qu'ils étaient juste dans un constat superficiel. Ils commençaient à remettre en cause, et j'en étais très content, à remettre en cause leurs outils d'analyse. Je leur ai dit, c'est trop facile de dire que c'est un problème entre les Peuls et toutes les autres races, entre guillemets, toutes les autres ethnies du Burkina. Ça ne peut pas être aussi facile que ça. Pourquoi donc de tout temps, on n'a pas massacré les Peuls au Burkina? Quelqu'un m'a dit, Ahmed, Imam Kanté, je vais vous dire une chose, si les gens s'en prennent au village Peul, c'est parce que beaucoup de leaders de ces groupes dits djihadistes sont des Peuls. Je dis, là, vous commencez à comprendre la problématique. C'est parce que quand quelqu'un s'identifie au nom de sa communauté comme leader djihadiste, quand il appelle au djihad la communauté Peul, eh bien, ce n'est pas surprenant que les autres communautés se disent c'est eux ou nous. Soit nous allons massacrer les villages Peul parce que les leaders djihadistes qu'ils disent qu'ils vont lutter contre nous parce que nous ne sommes pas suffisamment musulmans, parce que cet État-là est un État laïque qui n'applique pas la charia, il faut le faire s'effondrer. C'est normal, entre guillemets, que ces villages-là, par réaction d'autodéfense, se disent il faut qu'on attaque les villages Peul. Donc ils ne vont plus faire la différence entre le discours de ces gens autoproclamés leaders, n'est-ce pas, du djihad, entre guillemets, et leur appartenance identitaire. Et bien, j'étais très content dans ce panel-là d'avoir poussé les gens à réfléchir de façon beaucoup moins émotive et de réfléchir sur les profondeurs et les facteurs sous-jacents, les facteurs souterrains, n'est-ce pas, de ces problématiques au Sahel. Ça s'est passé la même chose au Mali. Maintenant, toutes les communautés ont des milices d'autodéfense, etc. Mais de toute façon, ce n'est pas cela la solution, parce que quand les armes circulent, quand tout le monde est armé, etc., on ne peut plus parler d'un État de droit, on ne peut plus parler d'un État stable. On va parler beaucoup plus n'est-ce pas, de zones habitées, mais ce n'est plus des zones, n'est-ce pas, où l'État met en place, n'est-ce pas, une certaine discipline et une certaine cohésion. Alors, c'est donc important de comprendre ces choses-là. Malheureusement, certains qui se disent même de grands chercheurs en Occident, certains, etc., universitaires, eh bien, ils passent à côté de ces vraies problématiques. Ils ont des concepts qui sont construits comme ça théoriquement, mais ils ne connaissent pas ces réalités du monde musulman, n'est-ce pas, ces réalités de l'histoire de l'islam, ces réalités sociologiques, etc., n'est-ce pas, qui font, n'est-ce pas, le lit des problèmes d'insécurité qui se passent actuellement au Sahel. Quelle est l'idéologie de base de ces groupes dits djihadistes? Ce sont des groupes qui considèrent qu'il est légitime de faire recours à la lutte armée par rapport à un certain nombre de problèmes. C'est leur lecture propre. Il faut une réponse à cette lecture-là. Si les oulémas ne proposent pas une lecture, critique du discours de ces groupes dits djihadistes, eh bien, ils ont un boulevard devant eux. Ils peuvent être rejoints tous les jours par des jeunes désœuvrés de façon générale et qui manquent d'éducation, parce que la plupart des jeunes qui sont dans ces groupes, eh bien, ne connaissent pas en réalité le Coran. Ils peuvent peut-être réciter quelques sourates, prier, etc. Ils ne connaissent pas vraiment les clés de lecture, n'est-ce pas, de l'exégèse coranique, du contexte dans lequel tel ou tel verset a été descendu, etc., etc. Donc, ils peuvent facilement être fascinés et séduits par quelqu'un qui leur semble être beaucoup plus savant, n'est-ce pas, sur ces questions-là. Donc, il faut que les oulémas prennent leurs responsabilités, n'est-ce pas, par rapport à ces questions-là, écrivent, n'est-ce pas, se prononcent, s'expriment, et il faut que les États, d'ailleurs, les aident, les organisent
n'est-ce pas, pour qu'ils soient des partenaires conséquents, n'est-ce pas, des États, si on veut que nos États soient reconstruits face à cette épreuve djihadiste, entre guillemets. Il faudrait qu'on donne plus de moyens, de respect, qu'on écoute plus, n'est-ce pas, les oulémas, justement, pour déconstruire certains discours, n'est-ce pas, qui poussent des jeunes, soit qui sont recrutés, soit qui rejoignent. Et de façon générale, pour des raisons socio-économiques, ça pose la question de l'insertion de ces jeunes-là, qu'on trouve un peu partout dans les frontières, c'est les jeunes qu'on rejette un peu partout et qui se retrouvent dans les frontières, et des gens peuvent les recruter en leur donnant, n'est-ce pas, en leur faisant des promesses ou bien en leur donnant de l'argent, etc., etc. Donc, on sait qu'il y a des jeunes Sénégalais qui ont rejoint, n'est-ce pas, ces groupes. Certains sont morts, malheureusement. D'autres sont même allés jusqu'au Moyen-Orient, d'autres même en Afghanistan, etc., parce qu'ils ont été plus ou moins convaincus. En tout cas, ils ont rejoint ces mouvements. L'un des atouts, entre guillemets, mais c'est un atout meurtrier de ces groupes de djihadistes, c'est justement la modernité. C'est cette contradiction-là entre ces groupes de djihadistes, en général, qui sont conservateurs, en général, qui sont très méfiants par rapport à tout ce qu'ils considèrent comme venant de l'Occident et qui est donc haram, doit être rejeté. Comme le disait un grand penseur musulman, ce penseur musulman dit il faut éviter de croire que tout ce qui est anti-occidental est islamique. Alors, ces groupes qui sont souvent très méfiants par rapport à l'Occident, par contre, ne se privent pas d'utiliser les moyens de la modernité, les moyens des technologies, de l'information, de la communication, pour s'approprier des armes et surtout pour le discours. On le voit sur Internet, vous pouvez taper, voir le discours. Donc, ils utilisent, n'est-ce pas, la logistique moderne, même s'ils se méfient eux-mêmes de la modernité. Ils ont un état d'esprit en général anti, n'est-ce pas, moderne, etc., etc. Alors, chers amis, chères sœurs, chers frères, c'est pourquoi il faut faire très, très attention. Si on veut trouver des solutions durables, il faut comprendre cette idéologie-là. Ce n'est pas l'idéologie la plus partagée dans le monde musulman, du tout. Ce n'est pas l'idéologie la plus partagée au sein des oulémas, du tout. Pour ceux qui savent, qui connaissent la littérature musulmane sur ces questions-là, la plupart des oulémas, je dis des oulémas reconnus par leur père, qui connaissent vraiment les textes et qui les enseignent, qui ont écrit, la plupart de ces oulémas-là ont pris leur distance, pas seulement pris leur distance, ont condamné, critiqué l'interprétation, la lecture de ces groupes dits djihadistes, n'est-ce pas, sur certains versets qui appellent au djihad, entre guillemets, sur certains hadiths, sur certains événements de l'histoire qu'ils choisissent, n'est-ce pas, selon, n'est-ce pas, l'agenda qu'ils ont ou bien qu'ils veulent mettre, n'est-ce pas, en place. Donc, cette question, elle est quelque part réglée du point de vue théorique. Il faudrait maintenant faire en sorte que les jeunes surtout, si on regarde les populations sahéliennes, la plupart sont des jeunes. Mais la plupart de ces jeunes-là vivent dans des conditions exécrables. Les services sociaux de base n'arrivent pas à eux. Regardez, les pays du Sahel sont les pays les plus pauvres du monde. Il ne faut pas oublier cela. Donc ça fait le lit, n'est-ce pas, du recrutement de ces jeunes qui sont désœuvrés. Il y a beaucoup de régions, je dirais de localités dans les pays sahéliens où c'est des espaces de non-droit, où il y a juste la douane et les gardes forestiers pour ramener des ressources à la capitale. Mais l'État n'est pas présent en termes de services sociaux de base. Donc c'est des zones de vulnérabilité. Dans ces zones-là, n'est-ce pas, n'importe qui peut mettre en place un noyau de quelque chose, n'est-ce pas, et dérouler un agenda. C'est ce qui fait que d'ailleurs, actuellement, n'importe qui peut dire Allahu Akbar avec un Kalachnikov, une moto, et dire je suis djihadiste, donnez-moi de l'argent, faire des otages, etc., menacer l'État, etc. Parce que c'est des espaces, n'est-ce pas, de non-droit. Donc, quelque part, chers amis, chers frères, chers sœurs, nous sommes au Sahel en train de payer lourdement tous les échecs, toutes les limites, n'est-ce pas, toutes les vulnérabilités et les fragilités des États sahéliens post-indépendance. C'est ce que je disais tout à l'heure, que les indépendances n'ont pas réglé les questions laissées sur place par le colon français, bien sûr, qui a délimité des frontières un peu n'importe comment, qui a laissé en place des pouvoirs autoritaires, etc., et qui a laissé surtout une classe politique qui souvent, n'est-ce pas, est en rupture avec sa propre histoire, avec ses propres valeurs, avec son imaginaire. Donc, ces questions doivent être réglées.
Mais c'est seulement dans le respect mutuel, c'est seulement dans un débat public libre, n'est-ce pas? Et ce n'est pas par des pouvoirs autoritaires, comme on le voit actuellement au Sahel, qu'on pourra arriver justement à mettre en place, n'est-ce pas, des États stables et des États qui fournissent les services attendus par les populations. J'ai fait une visite au Niger, c'était au moment même où on bombardait la Libye. J'étais dans les parages. J'entendais même, n'est-ce pas, des bombes. Pendant un mois, j'étais dans les parages, n'est-ce pas? Et je me suis rendu compte comment ces pays-là étaient difficiles à gouverner si on ne met pas en place de la compétence, de la concertation publique, n'est-ce pas, etc., de la décentralisation conséquente, etc. Tant qu'on continuera à gouverner ces pays-là selon le modèle colonial, alors il y aura toujours, n'est-ce pas, des problèmes. Regardez, avant la dissémination des armes, avant la chute de Kadhafi, il y avait déjà des problèmes, les Touaregs au Niger et au Mali. Il y avait déjà ces mouvements, n'est-ce pas, de rébellion. Donc, on ne peut pas tout mettre sur le dos des groupes des djihadistes. C'est trop facile maintenant pour les pouvoirs actuels. Ah oui, c'est les djihadistes qui nous empêchent de mettre des services sociaux de base, etc. C'est une fausse excuse. Ça a toujours été assez catastrophique dans ces régions-là. Et souvent, les gens l'oublient. Mes amis sénégalais, souvent, quand je leur dis ça, je leur dis, est-ce que vous vous rendez compte que le Mali et le Niger font 7 fois le Sénégal? 7 fois. Je lui dis à un ami sénégalais, il m'a dit, ben, Imam, est-ce que tu ne t'es pas trompé? 7 fois. J'ai dit, mais 7 fois le Sénégal. Vous voyez, déjà pour le Sénégal, on a des problèmes pour contrôler les frontières avec la Gambie, avec Bakel, etc. Imaginez maintenant le Niger et le Mali. Ça fait 7 fois le Sénégal. Alors que leur armée, c'est presque le même nombre, 15 000 hommes que le Sénégal. Vous voyez le problème que ça pose. Ça, c'est juste pour contrôler les frontières. Maintenant, je ne parle pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, des services sociaux de base. Donc, les questions d'éducation, les questions d'insertion professionnelle des jeunes, etc., etc. Donc, on voit pourquoi ces groupes dits djihadistes ont quand même de la matière, ont un boulevard pour effectivement recruter et aussi pour mener des opérations, n'est-ce pas, meurtrières. Mais en même temps, ces groupes dits djihadistes doivent faire leur autocritique. In fine, ils n'ont qu'à, n'est-ce pas, rendre compte. Ils doivent rendre compte aux musulmans, ces groupes dits djihadistes. Si c'est cela le djihad, mais s'ils tuent tous les musulmans, qui va rester ici pour faire un État islamique? C'est une autocritique. Tout ce sang versé, tout ce monde qu'ils ont tué, ils veulent juste être, eux, les survivants de l'État islamique. Des questions de fond. Donc, sur la lecture qu'ils ont, n'est-ce pas, de ce recours au djihad armé. Les oulémas ont bien expliqué les conditions d'utilisation, n'est-ce pas, des armes. Je ne parlerai même pas de violence, n'est-ce pas, des armes dans le cadre de la charia. Il faut une autorité légitime. Et c'est très encadré. On ne peut pas prendre des otages, on ne peut pas faire des kamikazes, on ne peut pas tuer des civils, on ne peut pas, etc. Donc, il ne s'agit pas de former des groupes partout dans le désert, de donner des motos, des kalachnikovs, de dire Allahu Akbar et de tuer toute personne qui refuse de vous rejoindre ou bien qui refuse votre lecture. Donc, ce bilan-là, il est accablant, n'est-ce pas? Au-delà même de vouloir, je ne sais pas comment le dire, dénigrer ces groupes, etc. Mais le bilan, il est là. N'est-ce pas? Et nous partageons le même patrimoine, la même histoire, le même patrimoine, les mêmes références, n'est-ce pas, coraniques, etc. Et moi, comme d'autres, nous posons cette question d'autocritique. Quel est le bilan de ces groupes djihadistes? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont ces États islamiques qui réclament? Et qu'est-ce qu'ils mettent même dans État islamique? Qu'est-ce qu'ils mettent dans l'application de la charia, etc. Tout cela a été discuté par les oulémas, qui montrent comment ces questions sont encadrées, comment est-ce que ces questions doivent être, n'est-ce pas, résolues avec le temps, avec beaucoup de sagesse, dans la justice, dans la concertation, etc., etc. Ce qui n'est pas forcément, il me semble, l'état d'esprit et la posture de ces groupes dits djihadistes qui pensent que c'est en faisant des bombes, c'est en tuant qu'on va mettre en place des mécanismes qui vont répondre à leurs revendications. Je dis souvent, si on veut trouver une solution, il faut partir de leurs revendications. État islamique, d'accord, mais un État islamique, comment vous pouvez le mettre en place avec des kalachnikovs, en tuant tout le monde sur la route? Avec qui vous allez discuter et qui vous donne la légitimité en tant que groupe de dire dans cet état-là, c'est à moi de décider. Toutes ces questions-là sont discutées par les ulémas. Ce n'est pas par les armes qu'on les règle. Ce n'est pas le Coran. Le Coran le dit. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. Ils discutent de leurs affaires publiques. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. Shura, c'est le concept de concertation publique. Alors, si vous êtes un groupe armé et que vous avez
un revolver que vous posez sur la tempe de toute personne qui n'est pas d'accord avec vous, où est le concept de shura coranique qui est là? Donc vous parlez de djihad. Mais avant djihad, shura d'abord. Discuter. Et qui vous donne la légitimité de massacrer les gens? Sous prétexte que cet État est au service de l'Occident. Même dans ce cas-là, est-ce que c'est en massacrant des gens, des populations civiles, comme ces groupes le font, n'est-ce pas, de temps à autre, qu'on règle le problème du manque d'indépendance par rapport à l'agenda, n'est-ce pas, occidental? Je ne nie pas que l'Occident a son agenda. Et d'ailleurs, pourquoi on devrait lui refuser cela? Pourquoi est-ce qu'on devrait refuser à l'Occident d'avoir des intérêts, d'avoir un agenda? C'est à nous aussi d'avoir des intérêts, d'avoir un agenda, de savoir les protéger. Mais est-ce que les méthodes de lutte, la façon dont se comportent ces groupes de djihadistes, est-ce que c'est cette façon-là, n'est-ce pas, qui est enseignée par l'islam authentique? Donc il y a beaucoup de questions à se poser de ce point de vue-là. La question de la justice, bien sûr, se pose. Mais quand vous vous battez pour la justice et que vous-même vous êtes injuste dans votre façon de vous battre, alors vous n'êtes plus dans l'éthique. Vous n'êtes plus dans l'éthique, n'est-ce pas, islamique. Alors, je crois que c'est important de faire le contour, de situer, n'est-ce pas, ces problèmes-là. C'est pourquoi j'ai voulu commencer par ce repérage historique, n'est-ce pas. J'ai dit c'est juste un repère, la chute du régime de Kadhafi. Mais bien sûr, jusqu'à présent, on est dans cette situation-là où la France, aidée par Obama, les États-Unis, ont massacré ce pays-là et ont libéré justement toutes ces forces-là qui aujourd'hui, n'est-ce pas, règnent, n'est-ce pas, sèment la terreur dans la sous-région, et nos États peinent à trouver les réponses, n'est-ce pas, appropriées par rapport à cette épreuve-là. Il me semble que pour trouver des solutions durables, il faut d'abord déconstruire le discours. Donc, comme je l'ai dit, maintenir beaucoup plus encore un partenariat entre nos États et les oulémas, parce qu'on ne peut pas dissocier ces revendications-là de l'islam. Donc il faut que des gens qui connaissent bien l'islam, ses références, son histoire, qui connaissent la sociologie sahélienne, puissent en parler. L'autre chose, il faut régler la question, n'est-ce pas, de l'insertion des jeunes. Quand un jeune est bien éduqué, quand il n'a pas le temps de faire autre chose que d'aller faire son cours pour après trouver un métier, une formation, et après sa formation, s'il pense à s'insérer, il n'est pas facile à recruter. Il ne sera pas facile aussi pour lui, n'est-ce pas, de rejoindre tel ou tel mouvement violent. Ça aussi, c'est extrêmement important. Donc l'échec de nos gouvernants, n'est-ce pas, dans la gouvernance de nos pays-là, où les ressources sont, n'est-ce pas, entre les mains d'un petit groupe, alors que la masse est dans la paupérisation, c'est aussi une question extrêmement importante. Malheureusement, les groupes dits djihadistes posent ces revendications-là, mais ne donnent pas les réponses. Je reviens toujours à Ranouchi. Ils posent des questions. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs à poser ces questions-là. Ces questions-là de malgouvernance, ces questions d'injustice, je suis d'accord. Ces questions de marginalisation des communautés et des populations, je suis d'accord. Tout est rassemblé dans la capitale par quelques intellectuels formés en Occident, je suis d'accord. Tout le monde est d'accord. Mais par contre, la réponse à ces questions-là, justement, ce n'est pas le Kalachnikov. C'est une concertation, n'est-ce pas, c'est d'ouvrir la possibilité d'un débat public sur ces questions-là. Et pour cela, ce n'est pas de mettre en avant la peur, l'angoisse et le sang et la terreur, comme ce qui se passe actuellement. Et comme j'ai dit, c'est terrible. J'en ai les larmes aux yeux quand je fais un peu le bilan de combien de musulmans sont morts depuis 20 ans, n'est-ce pas, sous les balles de leurs propres frères et de leurs propres sœurs, qui leur disaient, voilà, nous avons la solution. Et la solution, c'est le sang et c'est le Kalachnikov. C'est terrible. C'est un drame, n'est-ce pas, sans précédent, il me semble, dans le monde musulman, partout, et particulièrement ici au Sahel. Donc, il faudrait qu'on aille vite, sans brûler les étapes, sans tomber dans l'ignorance des vraies sources de ce problème. Il faut qu'on aille vite maintenant, la main dans la main, que les États collaborent de façon sincère, qu'on identifie les vrais problèmes, que chaque fois qu'il est possible de dialoguer. Là aussi, je l'ai dit dans un panel, chers amis, j'étais dans un panel où les gens avaient une certaine posture. On ne peut pas discuter avec les gens qui parlent d'appliquer la charia, etc., etc. Je disais, dans ce panel-là, vous aussi, vous êtes un problème dans le problème. Parce que si vous refusez de dialoguer avec ces gens,
eh bien, il n'y aura jamais de solution. Tant que ces gens pourront faire mal, ils le feront parce que tout simplement, vous ne voulez pas discuter avec eux. Donc, chaque fois qu'il est possible, chaque fois qu'un groupe de djihadistes accepte de rejoindre la table du dialogue, il faut aller à la table du dialogue. Il faut aller à la table du dialogue et argumenter avec eux. Pour que demain, n'est-ce pas, personne n'en ignore. Mais si vous dites, oui, tel groupe, c'est des groupes djihadistes, c'est des groupes qui veulent appliquer la charia de force, c'est des groupes, etc. On ne parle pas avec eux. Dès que vous ne parlez pas, dès que vous ne communiquez pas, alors il n'y a aucune possibilité de solution à part la répression militaire. Et on a vu, si la répression militaire était la solution, on le saurait. Si la répression militaire était la solution, on le saurait. On sait bien que la répression militaire a atteint des limites. C'est pourquoi de plus en plus, c'est très bien d'ailleurs, il y a ce sommet-là en Afrique de l'Ouest et au Sahel, paix et sécurité, où ils viennent, au-delà de l'émotion et de l'émotion, n'est-ce pas, parler vraiment des enjeux, comme j'ai dit, des enjeux de gouvernance, de faire la place à tout le monde, d'écouter tout le monde, de faire plus et mieux d'État, n'est-ce pas, de régler les questions de justice. Il faut savoir convaincre, il faut savoir parler et laisser ces gens-là qui contrôlent ces groupes-là, chaque fois qu'ils acceptent de venir dans la place publique pour discuter, de les laisser venir pour que les gens les identifient et que les gens aussi puissent identifier leur discours. Et savoir sur quelle base ils revendiquent quoi et comment est-ce qu'ils proposent des réponses à ces questions-là. Si quelqu'un, un chef djihadiste, entre guillemets, dit « je veux discuter », laissons-le venir et posons-lui des questions. Comment vous voulez régler l'application de la charia dans ce pays ? Ben, il dira telle ou telle chose. Mais il y a un ouléma sur la table qui lui dira « je ne suis pas d'accord ». Parce que tel hadith ou telle chose. Le prophète est venu à Médine, il n'a pas procédé comme vous avez dit. Est-ce que le prophète, par exemple, a imposé l'État islamique à Médine? Non. Il y a eu tout un travail de sensibilisation, un travail communautaire, un travail de solidarité, etc., etc. Et le prophète ne s'est pas autoproclamé chef de Médine. Il y a eu tout un travail de préparation, etc., etc., etc. Donc, vous faites un groupe de 20 personnes, vous avez des Kalachnikov, vous venez à Dakar, au Mali, etc., vous dites « nous sommes l'État islamique ». Et après, bien, les autres s'organisent aussi pour lutter contre vous. Je venais de donner l'exemple de ce qui s'est passé entre l'Irak et la Syrie. Regardez, des États constitués, reconnus par l'ONU, qui ont des armées, qui ont différentes communautés, les Kurdes, les Arabes, les Araméens, etc. Vous venez dire que vous allez établir un émirat islamique entre l'Irak et la Syrie. Et vous pensez que vous allez prendre votre thé et dormir tranquillement. Ça a fini où? Cet État islamique de Daesh. Ça a fini où? Dans le sang, la terreur et la mort de ce chef charismatique et la fuite d'autres, des jeunes, surtout des jeunes, c'est des jeunes. Ils n'ont pas plus de 20 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, qui ont été embrigadés dans cela. Et après, certains se reposent la question de la légitimité de tout ça. Ensuite, ils sortent des rangs de ces groupes djihadistes. Beaucoup, des milliers de jeunes en sortent. Les autres sont dans les prisons là-bas, dans les déserts. Les gens ne se rendent même pas compte de ça. Là où je suis en train de parler, il y a des milliers de jeunes musulmans, ici au Sahel, dans les pays du Moyen-Orient, en Irak, en Iran, etc., qui sont dans le désert, dans des camps. C'est des jeunes qui ont été endoctrinés, qui ont été recrutés, n'est-ce pas, qui ont tué, qui se sont fait tuer, qui sont là-bas. Des milliers de jeunes musulmans. Regardez ce gâchis, n'est-ce pas? Tout simplement parce qu'ils ont rejoint des courants qui, comme le dit Ranoussi, qui n'avaient pas apporté les bonnes réponses, n'est-ce pas, à de vraies questions. Donc voilà, aujourd'hui, nos gouvernants ont besoin d'avoir une légitimité. Donc arrêtez de tripatouiller les élections, arrêtez de vous imposer par des coups d'État, arrêtez de faire le désordre dans nos pays. On vous supplie, là je parle au nom des populations, soyez responsables, soyez là pour servir les populations du Sahel. Donc, que la classe politique fasse son autocritique, que les gens qui arrivent au pouvoir y arrivent de façon, n'est-ce pas, légitime et légale, et qu'ils soient là pour servir les populations, qu'ils les écoutent, qu'ils les concernent, qu'ils les concertent, n'est-ce pas? Et c'est cela qui permettra, n'est-ce pas, d'avancer vers des solutions durables. Qu'on donne plus de responsabilité aux oulémas, puisque cette épreuve-là, elle est indissociable, n'est-ce pas, de l'islam, de ses références et de son histoire. Mais il faut faire très attention à la question de l'interprétation. C'est pourquoi l'islam respecte beaucoup les oulémas. Beaucoup. Chaque fois qu'on ne respecte pas les oulémas, chaque fois qu'on les met au second plan, ce sont des monstres qui vont les remplacer. Ce sont des monstres qui vont les remplacer. Donc il faut faire attention
Quand aujourd'hui on regarde sur Internet, quand on voit certains jeunes, ce qu'ils disent sur l'islam, ce qu'ils disent sur le Coran, etc., certains même sont en train même de rejeter le Coran, les kémites. Peut-être qu'on aura une fois l'occasion de traiter de cela, par exemple, dans une tribune ici. J'aimerais bien, n'est-ce pas, parler avec les jeunes, le kémitisme, etc., ils comprennent. Je ne les dénigre pas, n'est-ce pas? Je peux comprendre même cette tendance à se dire, mais c'est quoi ces religions-là? Eh bien oui, aujourd'hui, un jeune sahélien qui voit un sahélien, jeune musulman comme lui, avec son kalachnikov, qui dit Allahu Akbar, qui massacre une mosquée, qui tue des femmes, etc., il peut se poser des questions. Je suis dans quelle religion? Donc il faut assumer cela. Cette crise-là, il faut l'assumer et la regarder en face. Donc voilà, je voudrais maintenant terminer, n'est-ce pas, terminer cette tribune sur la question de... c'est une question très importante souvent qu'on pose. C'est vrai que les pays sahéliens sont touchés, mais à des degrés divers. Justement parce que chaque pays sahélien aussi a son identité propre, a ses communautés propres. N'est-ce pas, les communautés qui sont au Burkina, ce ne sont pas les mêmes communautés en Mauritanie. N'est-ce pas, regardez en Mauritanie, la question, je ne voudrais même pas trop la bouger pour l'instant, on verra. N'est-ce pas, la question noire et mauritanien blanc se pose d'une certaine façon, vous savez bien. Alors, ce n'est pas la même chose que ce qui se passe au Burkina. La question ne se pose pas de la même façon au Tchad, ni au Niger, etc., où le problème Touareg, etc., vient s'enchevêtrer avec le problème des groupes de djihadistes. Des fois, on ne sait même pas si c'est un Touareg qui est djihadiste ou bien c'est un djihadiste qui est devenu Touareg. Voilà. Donc, il faut faire très attention à tout ça, ne pas tomber dans la confusion, n'est-ce pas? Et on se rend compte que chaque pays a son histoire, sa sociologie, et c'est cela qui doit lui permettre de faire face à cette question du djihadisme. Justement, le Sénégal a son histoire propre, sa sociologie. Ce n'est pas la même chose que, comme j'ai dit tout à l'heure, d'autres pays, n'est-ce pas, sahéliens. Et aussi, on a un atout, n'est-ce pas, c'est que le discours de l'islam soufi, même si je n'aime pas trop, peut-être on trouvera une occasion, je n'aime pas trop cette façon de qualifier l'islam soufi, l'islam des Lumières, l'islam wahhabite, l'islam. Il y a l'islam. Il n'y a que l'islam. Inna dina indallahi l'islam. La seule religion auprès de Dieu, c'est l'islam. Dès qu'on rajoute un adjectif, alors on écarte d'autres dimensions, on écarte d'autres groupes, etc. Mais puisque c'est assez connu comme ça dans la littérature, je prendrai quand même l'expression, l'islam soufi quand même a cet avantage chez nous d'avoir construit dans la cohésion sociale, d'avoir construit dans le pacifisme. N'est-ce pas? On ne trouvera jamais dans les ouvrages de nos grandes figures confrériques, n'est-ce pas, des appels à la violence, des appels à la discrimination, des appels à toutes ces choses-là qui peuvent, n'est-ce pas, créer des problèmes et des tensions, n'est-ce pas, dans nos pays ici au Sahel. Donc c'est un avantage qu'il faut maintenir, qu'il faut mieux enseigner à l'école, etc., jusqu'à l'université, pour que justement qu'on sache que nous avons des ressources, nous avons des figures, n'est-ce pas, qui peuvent nous servir d'exemple, de repère, et nous avons de la matière intellectuelle très dense, les écrits de nos figures, qui peuvent nous permettre, n'est-ce pas, de nous protéger, n'est-ce pas, d'autres types de discours que nous ne pouvons pas empêcher d'exister, surtout à l'ère d'Internet. Mais ce qu'il faut, c'est avoir les ressources qui permettent de faire face à cet autre discours, surtout si c'est un discours de violence, d'exclusion. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est une question de l'éducation, ça se pose à ce niveau-là. Alors, c'est un atout, mais en même temps, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Parce que quand même, ce qu'on appelle l'islam soufi, si on prend le cas du Sénégal, on ne peut pas dire que l'islam soufi au Sénégal, dans ses rapports avec les gouvernants politiques, que ça s'est toujours bien passé. On ne peut pas le dire. Là aussi, il faut regarder la réalité. En face, ce qu'on appelle le contrat social n'a pas forcément donné le résultat attendu. On est quand même dans un pays, encore la pauvreté est encore là, il y a le clientélisme qui est encore là, il y a des injustices qui sont encore là. On voit ce qui s'est passé depuis 4 ans, 5 ans, mais ça veut dire qu'il y a des déséquilibres qui sont là. Et pourtant, l'islam soufi est là. Donc là aussi, ce n'est pas la panacée. Il ne faut pas aussi aller dormir sur ses lauriers pour dire « Ah oui, on a un islam soufi, ça y est, on est protégé à jamais ». Ce n'est pas vrai. Par contre, c'est un atout, c'est une ressource qu'il faut valoriser, ça c'est vrai. Par contre, n'est-ce pas, il faut faire très attention parce qu'en général, une des faiblesses, on peut dire, de l'islam soufi, justement, c'est le retrait, n'est-ce pas, de son discours par rapport à la gestion des affaires publiques. Ce qui fait que, eh bien, ceux qui sont aux affaires publiques, ils peuvent instrumentaliser effectivement les foyers soufis, n'est-ce pas, faire ce qu'ils veulent
et avoir une sorte de caution, n'est-ce pas, de ces foyers soufis qui sont en décalage par rapport, effectivement, à des enjeux de justice, à des enjeux de gouvernance, à des enjeux d'insertion socio-économique des jeunes, etc., etc. Donc, dire oui, on a un islam soufi, c'est-à-dire on a des figures qui savent faire bien les prières, qui sont là, qui font les invocations, alors que, n'est-ce pas, les questions d'injustice sont flagrantes, alors que la pauvreté n'est pas réglée, alors que ce sont aussi des faiblesses que des groupes peuvent exploiter, et surtout que aussi, du point de vue de nos références coraniques, eh bien, en tout cas, le soufisme authentique, ça ne peut pas être un soufisme qui cautionne des injustices, qui cautionne la dictature, qui cautionne telle ou telle chose. Donc, il faut aussi faire très attention, n'est-ce pas, de ce point de vue-là. Voilà, chers frères, chères sœurs, chers amis sahéliens, je souhaite vraiment la paix, que la paix revienne très rapidement dans nos États au Sahel pour qu'on puisse ensemble discuter des vrais enjeux, n'est-ce pas, de façon sereine, en posant les kalachnikovs, n'est-ce pas, et en parlant de nos vrais problèmes. Et c'est vrai, en essayant de leur trouver des solutions durables qui correspondent à notre histoire, à notre sociologie, à nos valeurs et à notre imaginaire. Je vous donne rendez-vous pour une autre tribune de l'imam Kanté prochainement.